Quelle intro, ça tombe du ciel. Et voici une autre intro pour finir sous les ponts. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test, je pense un tout petit peu attendu, du casque Apple AirPods Max en V2, la version 2 qui est tombée du ciel. Justement, vous avez vu l'intro, il tombe du ciel, on ne savait pas pourquoi. Hop, ça y est, il l'envoie. Alors dans cette vidéo, on va bien sûr faire le panégyrique de ce casque, d'où il vient, pourquoi il y a quand même 5 années d'existence du casque Apple AirPods Max. C'est une longue histoire avec moi d'amour et de désamour. Il y a eu des billets d'humeur, je gueule, je dis voilà, ça pourrait faire mieux. Il y a eu celui-ci qui est sorti entre-temps, la version 1.5. Maintenant, ils envoient cette version-là, la V2. Qu'est-ce qu'ils ont changé dessus? Est-ce que le son est vraiment meilleur? La réduction de bruit numérique? On va voir tout ça sur le terrain tout à l'heure. Donc, petit descriptif. Petite histoire du casque avec les essais sur le terrain, super important. J'ai passé une semaine avec ça rivé sur mes oreilles. Carrément rivé parce que je voulais comprendre ce qui se passait. Le gars demande à comprendre à un moment donné, mais qu'est-ce qu'ils font à Cupertino? Dans cette vidéo, il y a bien sûr les mesures d'Arthur des numériques, mesures que je vais commenter de la façon la plus simple possible pour que tout le monde piche bien, un truc très très grand public. Après, il y aura bien sûr les essais sur le terrain au niveau de la réduction de bruit numérique. On va carrément aller à l'intérieur du casque, c'est rien de le dire, avec des micros à l'intérieur, puis on va aller voir le métro, on va aller faire des tas de trucs. Je vais essayer de mettre en même temps des mots sur des sons pour faire bien comprendre tout ce qui se passe avec ce casque. Est-il réellement différent de la version 1.5? Est-ce qu'il est différent de ses concurrents? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les murs. C'est vraiment spectaculaire ou pas, comme il l'a dit l'autre sur sa miniature? Dans le tas, il y aura bien sûr le test des appels téléphoniques. Il y aura la séquence des plus et les moins parce qu'il n'est pas parfait ce casque. Il y a une collection de plus et une belle collection de moins. Une petite conclusion, durant laquelle je vais faire un petit billet d'humeur sur Apple et l'audio. C'est quand même une histoire absolument incroyable. Ça fait quand même 5 ans que le casque a la même tronche. Ils font des petites touches comme ça pour le changer. Que se passe-t-il à Cupertino? Soit ils trouvent qu'il est génial, soit ils trouvent qu'il est génial, qu'il ne faut pas le changer, il ne faut pas le toucher, je ne sais pas pourquoi. Allez, dans tous les cas, c'est parti, on va passer un bon moment ensemble. Là, dans Paris, un peu partout, on va se balader pour que ça soit une jolie vidéo du dimanche. Alors justement, la naissance de ce casque, c'est quand? 2020. Le casque est né en 2020. C'était le premier casque anti-bruit, le premier casque signé Apple, qui arrivait dans un monde où, malgré tout, on disait « Ouais, les casques, c'est pour les darons, c'est ringard. » Et du coup, Apple se pointe et tout le monde trouve ça génial. Ils sortent un casque dont ça doit être bien. Il faut savoir qu'en 2020, le casque se pointe et il est parfaitement disruptif par rapport à la concurrence. Il n'a pas de bouton on-off. Il y a une gyroscopie, de tas de choses pour qu'il s'arrête tout seul, normalement. Il a un étui de protection qui change de ce qu'on voit ailleurs. Il a du mesh. Les coques sont en métal. Il coûte quand même 630 € à l'époque, ce qui était quand même beaucoup. On disait mais qu'est-ce qui se passe chez Apple? Et because, le casque est solide, il y a très très peu de plastique, voire pas du tout. En 2024, ils ont un coup de lune à Cupertino, ils se disent ah bah tiens, il paraît qu'il y a des lois qui nous disent faut plus de port Lightning, maintenant on a un port USB, donc hop, une version USB qui sort, et cette version USB est bridée, tout le monde gueule, moi le premier, c'est abominable, et du coup badaboum, 6 mois après, le port USB est ouvert, carrément, il l'ouvre pour de l'audio lossless en 24 bits, 48 kHz. C'est pour vous dire que cette histoire est absolument incroyable. Ce casque a un historique de folie. Tombé du ciel sans crier gare, cette version 2 du AirPods Max ressemble à s'y méprendre à la version 1. 1.5, c'est exactement la même chose. Côté esthétique, on ne change pas une équipe qui gagne, visiblement. Ils veulent garder l'identité. On retrouve le poids, 380 grammes. C'est un des casques les plus lourds du marché. Pourquoi? En effet, il y a du métal, il y a du mesh. C'est pas vraiment du plastique. On peut courir avec et ne pas avoir de bruit de structure. C'est important. On garde le mesh en haut de l'arceau qui se déforme. Moi, j'aime pas ça du tout, parce qu'au bout de 2 mois, le mesh s'affiche. Au bout de 2 mois, le mesh s'affaisse, c'est dur à dire, et il y a tout dedans. Et dans ce cas-là, on sent bien le crâne, les cheveux et tout, c'est absolument pas bien. Il y a toujours des touches mécaniques et aucune touche tactile. Apple n'a rien changé de tout ça. Il n'y a pas de bouton on-off sur le produit. Donc pour qu'il s'arrête, il faut se fier au capteur dans le produit, ainsi qu'à l'étui qui ne protège pas de grand-chose, mais qui permet d'avoir une activation on-off via une petite puce magnétique. Voilà, c'est exactement la même chose. Et il y a une absence de vraie résistance à la pluie surtout. Apple n'a rien changé sur ce point. Le casque ne se plie toujours pas alors que les concurrents se plient. Bref, il y a plein de trucs qui font que c'est vraiment un clone et Apple n'a touché à rien du tout. C'est-à-dire en effet, c'est le même, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, c'est le même, c'est le clone. Ça m'énerve. 5 ans pour retomber sur le même produit quand même. J'espère que la suite est pleine de surprises. Il y a quand même une petite différence, c'est que la molette qui est ici peut être adressée et en activant la molette, on peut prendre une photo, voilà, avec un iPhone. Oh là là, mais quelle différence absolument incroyable! C'est spectaculaire. Maintenant, l'heure est à la rigolade, on va parler des différences techniques entre les deux versions.
Alors, techniquement, on garde les mêmes haut-parleurs. Ils n'ont pas changé les haut-parleurs. On garde la même chambre acoustique, c'est la même forme, donc on a la même chambre acoustique. On a les mêmes capteurs à l'intérieur, accéléromètre, gyroscopie, je vous le fais en live, la gyroscopie, la détection de port du casque et les capteurs optiques pour mettre le casque en mode on-off. Oui, ce casque est lossless. Il est lossless en filaire, en liaison numérique, maximum 24 bits, 48 kHz. Donc c'est possible en filaire, sans latence. Dans le cas où vous voulez connecter le casque en mini jack, donc avec une prise analogique électrique, vous avez un petit accessoire chez Apple et dans l'accessoire il y a un DAC à l'intérieur, donc le son qui est analogique va être transformé, si je puis dire, en 24 bits 48 kHz pour entrer dans le casque et subir le traitement de ce casque. Donc on garde également côté Bluetooth, je préfère partir, on garde également les mêmes codecs audio du Bluetooth, les codecs basiques AAC et SBC. Apple ne change pas, il garde des codecs basiques mais permet quand même d'avoir du lossless au travers du filaire. Autre chose, le Bluetooth change de protocole. C'est maintenant le protocole 5.3. Il est plus stable. Ça pourrait éviter un problème récurrent sur les AirPods Max. Il se désappaire très souvent. Et quand il se désappaire, eh bien, bonjour l'ambiance pour les repérer. Il y a des moments, justement, les forums sont pleins de ces problèmes. Il y a des moments, et moi je l'ai vécu, il se désappare et il se réappare une demi-heure après. On ne savait pas pourquoi. Là, je l'utilise depuis maintenant une dizaine de jours. Il ne s'est jamais désappairé. Oui, c'est cela. Alors, qu'est-ce qui change? C'est la version 2. Je vous le donne en mille. La puce. Enfin, la puce H2 qui est à bord. C'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, puisque la puce, elle a 4 ans, elle date de 2022, bien sûr, elle n'a pas été intégrée dans l'autre casque, et c'est vraiment un regret, voire un scandale total. Mais là, la puce atterrit sur le produit, c'est-à-dire qu'on va prendre sur ce produit les fonctions, notamment des AirPods Pro 3. Voilà, tout simplement, c'est les AirPods Pro 3 qui atterrissent à l'intérieur du casque Apple AirPods Max, version 2, tout simplement. Donc la puce est à bord, ça signifie quoi? Elle est plus rapide, elle va aller beaucoup plus vite, ça fait qu'elle peut mieux saucissonner le son, parce que vous savez, c'est du son numérique, donc c'est des 0 et des 1, et dans ce cas-là, on peut les découper beaucoup mieux, les calculer beaucoup plus rapidement, et avoir normalement, si tout va bien, un meilleur son, une meilleure réduction de bruit numérique, des meilleures fonctions, parce que tout va plus vite, le calcul est plus rapide. Il n'y a pas que la nouvelle puce à bord, il y a un truc très important qui va jouer sur ce produit. Je vous le dis tout de suite, ça va jouer à mort, un nouvel ampli. Très dynamique. Ça peut tout changer, même si on garde les mêmes drivers, comme on dit. Si on change l'ampli, ça change beaucoup de choses. Quand vous avez des enceintes à la maison où vous changez l'ampli, le son n'est pas le même. Et bien justement, on va en parler. Il y a un truc très important sur ce type de produit et très propre à Apple quand même. Ça fait partie de Computational Audio. Et ça, c'est le point fort justement d'Apple appliqué à ce casque et également, bien sûr, à la version 1 dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne. Alors, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un DSP, un Digital Signal Processor. Alors, le rôle du DSP est sublimement important. Qu'est-ce qu'il fait sur le produit? Ce DSP a plusieurs fonctions. Il va analyser la position du casque sur vos oreilles. Ça, c'est le premier truc. Avec un micro de retour, il va essayer de savoir ce qui rentre dans votre oreille, justement, pour essayer d'ajuster au mieux. Alors, il y a plusieurs fonctions qui sont liées à ça, qui font qu'au final, les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit la forme de l'oreille, quel que soit le positionnement de votre oreille, devraient entendre la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un ajustement en temps réel du DSP sur, en effet, certaines données numériques et donc de qualité audio. Autre point important, ce DSP inclut un travail sur la source entrante. C'est quoi la source entrante? C'est votre signal Bluetooth ou bien qui arrive par le port USB, la musique. La musique est auto-contrôlée en permanence. C'est géré, il y a des micros de retour à l'intérieur qui gèrent ce qu'on envoie, c'est-à-dire le grave, le médium, l'aigu et le DSP. Le Computational Audio se donne le droit, je vais me barrer pour le dire, se donne le droit de modifier un petit peu les choses. Genre, vous avez des fichiers dont la qualité est, on va dire, un petit peu moyenne. Je dis pas que c'est un MP3 ripé il y a 15 ans, mais enfin, il y a l'idée. Que va faire justement le DSP Apple Computational Audio? Va se dire, tiens, est-ce que par hasard, le son serait pas un peu pourri? Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réajuster ça. Il va pas vous le changer complètement. Il va peut-être enlever du grave, rajouter un peu de médium, rajouter un peu d'aigu. Il va réégaliser, réajuster à sa façon. C'est-à-dire, c'est là, le travail se fait en temps réel, à la fois par rapport à la forme de votre oreille, c'est s'il y a des micros de retour à l'intérieur, il dit voilà, lui il a les oreilles comme ça, à la fois la position en fin de compte du produit sur vos oreilles et à la fois sur le type de musique. Ça, c'est automatique, c'est-à-dire que c'est intégré au système. C'est le Computational Audio. On peut bien sûr essayer de piéger le malheureux. Qu'est-ce qu'on fait? On active un mode de pré-réglage audio. Donc plus de grave, plus d'aigu dans ce cas-là. Le système va changer la courbe de réponse, mais si on touche à rien, on met en mode neutre, on sent qu'il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps, le bestiau. Et il travaille encore plus vite avec la puce H2, il fait encore plus de choses. On en parle tout à l'heure justement dans la partie audio. Vous allez
pas être déçu du voyage. Concernant le nombre de micros à bord, c'est toujours un record. Je pense que c'est un record mondial depuis donc 2020. Il y a 9 micros à bord. Je crois qu'il y en a 6 qui sont réservés à la réduction de bruit numérique parce qu'il faut bien entendre ce qui se passe. Il y a quelqu'un ici de tous les côtés. Et il y a 3 micros pour les appels avec en même temps les retours micros. C'est-à-dire que vous avez toujours un moment donné où il écoute ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est là, il écoute dedans. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les voix sont annulées? Est-ce que les appels téléphoniques sont bons? Il essaye de compenser en fin de compte les choses avec une écoute à l'intérieur même du système. C'est pas les seuls à faire ça, mais là 9 micros, ils y vont franco quand même du côté de Cupertino. Alors maintenant on va passer à des fonctions intéressantes, c'est-à-dire ce qui arrive sur le produit qui n'existait pas auparavant. Ouh là là, AirPods Pro 3 sort de ce corps. On va parler maintenant des fonctions liées à la puce H2. Donc toute cette fonction qui n'existait pas pendant 4 ans et demi sur le casque Apple, il faut quand même se le répéter, franchement, ils ont été super trop paresseux, quoi. D'abord, la détection d'une conversation. C'est un truc qui existe chez Sony depuis peut-être, 5, 6, 7 ans. Au moment où vous avez le casque, quelqu'un vous parle, vous commencez à parler, hop, la musique se met en pause et vous avez le mode transparent. Ça, c'est un truc très important parce que vous rentrez quelque part et vous êtes par exemple à la boulangerie et hop, vous commencez à parler. Vous pouvez écouter la personne et vous n'avez plus le son de la musique. C'est basique, ça quand même, messieurs, dames, chez Cupertino, c'est basique. Même chose pour la réduction de bruit et le mode transparent adaptatif. Ça, c'est basique. C'est-à-dire que sur les anciens casques, j'appelle ça comme ça, je suis désolé. Sur les anciennes versions, vous aviez on-off, c'est-à-dire réduction de bruit numérique, rien du tout, ou bien mode transparent. Il n'y avait pas de milieu, il n'y avait rien. Cette fois-ci, en effet, le mode adaptatif va jouer entre la réduction de bruit numérique, le mode transparent, et même dans le cas où vous avez le mode transparent uniquement, ce qui va se passer, vous êtes dans la rue. Oh là là, je suis dans la rue, tout va bien. Une ambulance passe. Ça fait du bruit, une ambulance. Et bien dans ce cas-là, le bruit va être réduit, celui de l'ambulance. Et si quelqu'un vous parle, on va relever le dialogue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il trie ce qu'il doit faire. Bien sûr, ça peut être déconnecté. Soit vous appuyez sur réduction de bruit numérique, vous coupez le mode transparent. Soit vous mettez que le mode transparent, ça peut être géré. Mais à la base, c'est quand même super important, ça. Voyons. Oh là là, je suis triste. Autre truc, isolation de la voix pendant les appels téléphoniques. Genre, c'est pas du luxe bis, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, la puce H2 va isoler plus facilement votre voix quand vous allez parler avec les micros du casque. Enfin, laissé tout à l'heure, au milieu de la circulation, le métro et autres. Ce que ne faisait pas l'autre, qui se prenait le vent et tout le tremblement. Oh, c'est scandaleux. En plus, selon la version de votre iPhone et de iOS, vous pouvez avoir la traduction instantanée. À vous de voir si vous l'activez ou pas. Et intéressant, et ça ils savent bien le faire, l'audio spatial. L'audio spatial personnalisé, c'est-à-dire le Dolby Atmos, ils savent vraiment faire ça. Moi, j'utilise ce casque et les autres depuis un petit moment appairés à l'Apple TV avec du Dolby Atmos. C'est divin. C'est peut-être parmi le meilleur traitement Dolby Atmos que je connais. Cette fois-ci, il est personnalisable. On peut mieux agir. On peut avoir une source stéréo et l'élargir également. C'est très, très bien fait. Je vous le dis par avance, ça y travaille très, très bien. C'est parmi les seuls, d'ailleurs, à travailler aussi bien le Dolby Atmos que eux appellent, bien sûr, l'audio spatial sur Apple Music. Et avec les canards en plus. Bon, c'est parti pour ce que vous attendez avec la plus grande impatience, autant que moi, la qualité audio de ce produit. Alors, sachez que j'étais vraiment pas très en forme quand j'ai appris que la version 2 sortait, qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que fait Apple une fois, 2 fois, 3 fois, toujours la même chose? Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre ça sur les oreilles? Alors, le truc, c'est que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, ça va être la même chose que la V1. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose côté signature sonore. C'est quelque chose de totalement différent dans le sens où je rappelle tout de même que Apple travaille le son. On a un son radicalement différent. Alors le premier truc qui marque quand on met le casque sur les oreilles, c'est tout simple, c'est la largeur de la scène sonore. C'est le premier truc qui m'a hyper surpris. À un moment donné, j'étais là et je me suis dit, mais c'est super large. C'est-à-dire que les instruments sont repoussés sur les côtés. Imaginez une pièce. Imaginez que vous avez des instruments positionnés sur 3 mètres. Et bien là, j'avais une pièce de 9 mètres. C'est-à-dire que ça pousse de tous les côtés. C'est extrêmement large, extrêmement aéré. Je pense, quand on parle de casque Bluetooth, que c'est le casque Bluetooth qui a la plus grande aération de la scène sonore que j'ai entendue. En effet, je pense qu'il y a une stéréo de base, en effet une stéréo avec des instruments qui sont placés à gauche et à droite, au milieu et autres, et que Apple, il pousse les murs, il dit voilà, nous on a la stéréo, et bien on va étendre ça, sans pour autant faire appel à un circuit 3D, sorte de Dolby Atmos ou autre. Non, naturellement, la scène sonore est extrêmement large. C'est surprenant. J'étais là, j'écoutais des morceaux que je connais par cœur, avec la voix qui était centrée, et les instruments qui étaient sur les côtés, avec une stéréo hyper large, avec des guitares très définies qui surnageaient au-dessus de tout ça. Je me dis, mais bon sang, magique, quoi, appelez-moi un prêtre exorciste. Le son est radicalement, non pas transformé, mais étendu
par en effet la puce ainsi que le nouvel ampli qui a une dynamique infernale. Alors l'autre truc à savoir, c'est que vous avez beaucoup plus de dynamique et beaucoup plus de volume sonore que sur le 1. C'est-à-dire que ça pulse derrière. Pourquoi ? Parce que le son est beaucoup plus aéré, donc il donne une impression de battement supérieur. Alors truc important à savoir tout de suite, si vous aimez le grave, ce modèle fait vraiment du grave. Regardez maintenant les mesures d'Arthur au numérique. Le truc important à savoir concernant Arthur au numérique, c'est qu'il y a des mesures. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est encore différent des mesures. C'est-à-dire que vous avez, sur les mesures d'Arthur, une différence qui n'est pas si probante entre la V1 et la V2. À l'oreille, la différence est beaucoup plus surprenante que les mesures. Pourquoi ? Parce que les mesures ne donnent pas une idée de la scène sonore, par exemple. Ils ne donnent pas une idée du positionnement des voix, des instruments, des médiums et des aigus. C'est plutôt une mesure générale qui permet de dire que le casque fait du grave, du médium, de l'aigu. Mais là, ce qu'on a sur le terrain, c'est radicalement une sorte de réinvention du morceau. Parce que, attention, là, je reviens là-dessus, le casque travaille tellement fort derrière que les morceaux qui sont diffusés sont également réaménagés. Si vous voulez, ce casque, c'est le plus gros bluff de l'histoire. C'est la plus belle leçon de démonstration audio, technique, signature de l'histoire. Mais le son, si vous aimez la haute fidélité précise, avec le son parfaitement identique à la source, faut oublier. Parce que ça, il ne sait pas faire. L'autre ne savait pas faire non plus, mais là, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez un grave qui est extrêmement puissant, il tape le grave. Vous avez un médium qui est relevé, avec des voix extrêmement nettes, aucune agressivité. Les voix sont centrées, elles sont belles, les instruments sont placés en largeur. Vous avez un aigu qui va très très loin, beaucoup trop loin. Justement, le problème de ce casque, c'est qu'il pousse complètement tous les paramètres. Il pousse le grave, il pousse le médium de façon étonnante, il pousse l'aigu qui devient très très ciselé, très très précis, qui prend le dessus. Moi, j'adore ça. J'adore, mais je sais que c'est faux. Je sais que le casque retravaille. Je sais qu'il réajuste tout ça, qu'il travaille le fichier de base, qu'il va continuer à rajouter des choses pour que ce soit un véritable son de démonstration. Beaucoup plus que la version 1 qui était déjà un petit peu particulière sur ce point. J'avais dit que le son était le son d'un filou, d'un truand. Mais là, c'est Truand 2, le retour. Mais quand on écoute ce son, on est là, on dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est séduisant, qu'est-ce que c'est attachant. Avec ce casque, on entend des détails dans l'aigu qu'on n'entendait absolument pas dans la V1. Et je pèse mes mots. Toutes les petites subtilités qu'on peut avoir, des tic-tic de tous les côtés. Et là, ça remonte. Pourquoi ? Parce que la puce H2, calculant beaucoup plus vite, fouille le signal. Le signal numérique est fouillé. Et en Bluetooth AAC, j'avais rarement entendu ça. C'est-à-dire que Apple travaille d'une façon particulière l'envoi du signal numérique au travers du Bluetooth, parce que c'est eux qui gèrent ça de A à Z, en AAC. C'est beaucoup plus défini, précis et détaillé que ce que je pensais obtenir avec un signal Bluetooth avec le codec AAC. C'est assez dingue. Le truc le plus étonnant, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand je me suis mis à brancher le casque en lossless, donc en lossless 24 bits 48 kHz, j'ai presque pas eu de différence par rapport à la version Bluetooth AAC. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, ce sont les circuits qui travaillent. Donc même le lossless est retravaillé par la puce, par le nouvel ampli qui a une dynamique incendiaire. L'ampli, c'est waouh, 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 ça tape très très fort. Vraiment, ça tape fort. Hein. Et là, c'est complètement réinventé. Là, je vous dis un truc qui est vraiment sincère du fond du cœur, parce qu'à la base, je m'étais vraiment dit, je l'avais dit à tous mes potes, je vais le tabasser. Le V2, je le tabasse. Pourquoi ? Parce que c'est le même. C'est-à-dire, en effet, c'est le même esthétique, c'est même ci, même ça. Mais non, le nouvel ampli, le réglage des membranes qui est peut-être un petit peu différent, et cette puce qui calcule plus vite, ça change tout. Ça fait que le son n'est pas du tout le même que sur la V1. Ça a été immédiat quand je l'ai mis sur les oreilles. Tout ce qui faisait le charme de la V1 se trouve augmenté. Voilà, c'est une sorte de réalité augmentée de la V1, version ultra dynamisée, version réinventée, réajustée. Je n'allais pas dire recréée par Apple, ils n'ont pas recréé le morceau. Ils ont été chercher dans le morceau tout ce qui pouvait être explosif, dynamique, qui pouvait pousser le grave, ramener les voix, les instruments et l'aigu. Ils ont réajusté ça à leur façon. Et le résultat, c'est waouh. C'est un casque, dès que vous mettez sur les oreilles, vous êtes juste impressionné. C'est pour ça que j'ai marqué spectaculaire sur la miniature, parce que le son est spectaculaire. Les spectaculairement faux surtout, mais les spectaculaires à la base. Par contre, si vous n'aimez pas l'aigu qui est brillant, qui a l'impression de scintiller et d'en faire trop, il faut fuir. Parce que lui, il est précis, il n'y a pas de sibilance, mais vous sentez que ça cliquetique, comme on disait, clic, clic, clic. Mais en même temps, c'est incroyable. C'est incroyable. Il en fait, non pas des caisses, mais des tonnes. Même si vous diffusez un vieux Pink Floyd avec ce casque, vous dites, OK, là, il a enregistré hier et le son est dynamisé. Ouais, il est dynamisé par le Computational Audio d'Apple. Alors, ça peut en effet créer une détestation complète des gens qui aiment la haute fidélité dite traditionnelle, mais autrement, pour un casque qui est nomade, qui permet d'aller n'importe où, dans la nature, si vous voulez, dans un métro, dans un train, dans un avion, vous avez un son mais absolument incroyable. Incroyable de dynamisme, d'ouverture de scène sonore, de précision de l'aigu, de médium non agressif, une poussée du grave. Waouh, c'est
C'est assez surprenant. Le truc important, ce que j'ai ressenti, c'est que tous les instruments se détachent. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de brouillon, vous avez tout en même temps. Non, même si à la base le signal est compliqué, c'est-à-dire des morceaux qui sont pas super enregistrés, et ben là, il va détacher, faire au mieux pour détacher les instruments, peut-être les respatialiser de façon, c'est assez naturel malgré tout, mais c'est faux. C'est-à-dire, c'est le truand bis, lui. Mais waouh, il a été fait pour vous donner un son de démo en nomadisme. Et n'oubliez pas un truc, c'est que Apple, dans sa com, dit c'est un casque haute fidélité. Ouais, il est haute fidélité dans le sens où il peut être filaire, 24 bits, 48 kHz en lossless. Mais le son en lui-même n'est pas fidèle à la source. C'est ce qu'on peut lui reprocher, hein, ce casque. Moi, il y a un truc qui me ferait plaisir. C'est que les gens qui ont acheté ce casque me disent dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Et s'ils avaient la V1, parce que la V1, je le connais vachement bien, je l'ai gardé sur les oreilles pendant 4 ans. Là, quand j'ai mis la V2, j'ai immédiatement senti le fossé. Spectaculaire, hein, mais avec des défauts quand même. Hein. Maintenant, on va attaquer la réduction de bruit numérique. On va aller faire un petit tour dans Paris, vous allez voir plein de trucs, une captation à l'intérieur du casque et les mesures comparatives d'Arthur des numériques. Est-ce qu'il y a également une surprise ? Cette réduction de bruit numérique, vous avez écouté dans le casque, c'est absolument fabuleux. Alors, est-ce que c'est réellement super différent de la V1 ? Non, on a poussé des petits trucs, regardez les mesures d'Arthur, mais globalement, c'est la V1 extended, si je peux dire. On a réduit un peu plus certaines fréquences. Le casque est très très fort sur le grave, sur le bas médium, sur le médium. Vraiment, la réduction est importante. On atteint moins 35 dB, c'est beaucoup par rapport à d'autres modèles qui sont à moins 30, moins 33 dB. La moins 35, c'est énorme, mais déjà on le savait, hein, qu'ils savaient faire. Alors le mesh, cette petite chose-là, il laisse encore passer des sons, hein, c'est normal, c'est du mesh, c'est pas non plus une ventouse, vous avez sur les oreilles, hein, et c'est une réduction de bruit numérique, c'est pas annulation de bruit. Donc il y a encore des petits morceaux de voix qui passent, des trucs comme ça, mais globalement, vous avez écouté dans le métro tout à l'heure, quand les rames se pointent et autres, c'est le silence, quoi. Moi je suis à l'intérieur, j'écoute de la musique classique, des trucs comme ça, dans le métro, dans l'avion, c'est très impressionnant, mais c'est pas une nouveauté, encore une fois, ils savent faire. Dans la rue, le mode transparent, c'est comme s'il n'y avait pas le casque. C'est comme s'il n'y avait pas le casque. C'est incroyable. Et maintenant, on va écouter le son des micros. Ça a commencé parce que c'est déjà le son des micros. Oh là là, ce truand de Pépé. Donc là, les voitures vont démarrer. Je vais continuer à vous parler. Je ferai l'essai tout à l'heure justement sur un quai également de métro. Là, ce sont les situations normales, hein, avec la circulation, avec des voitures, avec des klaxons. Donc, si on m'entend, c'est bien. C'est pas un ouragan non plus. Donc, ce sont des sons, on va dire, normaux dans une ville animée comme Paris, avec des bruits de moteur derrière. Enfin, si vous vivez la campagne, ça vous donne envie de venir. Hein, vous vous rendez compte un petit peu. Regardez, c'est pas beau comme ça, la gare Saint-Lazare, à 20h le soir, avec tout plein de voitures, embouteillage, klaxon et tout, des gens en pleine forme. On va maintenant faire le quai de métro, qui est l'épreuve suprême quand même, au passage du métro, le métro parisien. C'est parti, avec le bruit qui va avec. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bienvenue, c'est génial. Allez, je pense qu'on m'entend bien. Il fait du bruit, mais c'est assez limité quand même. Faire un test, c'est bien. Le résumé, c'est également bien. Voici les plus et les moins, point par point. Prenez des notes, il y a des plus et des moins de folie quand même. Une qualité audio vraiment spectaculaire. On parlera également de ça dans les moins parce qu'elle est un petit peu fausse, mais spectaculaire. J'en ai écouté des casques, hein, mais celui-ci a une des scènes sonores les plus larges que je connaisse. Si vous avez 5 instruments, il se trouve littéralement sur une scène sonore super large. C'est assez étonnant, vraiment étonnant. Et c'est pas du Dolby Atmos, hein, c'est naturellement fait par la puce, par le traitement. On a vraiment les instruments qui se détachent dans l'espace. C'est beau. Un grave absolu.
très puissant et dynamique. Un rendu des voix et du médium très chaleureux. C'est pas forcément mis en avant, mais c'est tellement présent que c'est assez dingue quand même sur les voix. Il n'y a aucune agressivité. Si le signal est de bonne qualité, il n'y a aucune agressivité. Il y a beaucoup d'aigus, mais il n'y a pas de sibilance, c'est-à-dire qu'il y a de l'aigu, mais c'est très précis. Attention à vos oreilles, il peut y avoir un très gros volume sonore. Franchement, le nouvel ampli, il a beaucoup de dynamique, donc ça peut monter très haut. La réduction de bruit numérique, encore améliorée par rapport à la V1, c'est pas non plus un fossé disant il fait 15 fois plus, c'est vraiment une des meilleures du marché. Sur le grave, le médium, certains sons aigus, c'est assez dingue. C'est silencé d'or, dodo. Un mode transparent, adaptatif, vraiment incroyable et bienvenu surtout, c'est ce qui manquait. En effet, quand vous avez le casque sur les oreilles avec le mode adaptatif, s'il y a une ambulance qui passe, on baisse le son, les voix sont remontées si quelqu'un vous parle, c'est vraiment très bien fait. Ça manquait vraiment, on ne pouvait pas le faire avant, la puce H2 le permet. Il était temps, 5 ans après. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le produit au niveau du design, quand on le porte, il est vraiment extrêmement confortable. Because le mesh, because le métal, because le mesh sur les oreilles, on oublie le poids, on peut courir avec, il n'y a pas de bruit de structure en plus. Et je n'oublie pas au passage que ce casque qui est Bluetooth, avec 2 codecs uniquement, est également un casque filaire. Il peut être filaire, donc filaire lossless, avec du 24 bits 48 kHz maximum, ou bien filaire avec également un accessoire qu'on peut installer, donc mini jack vers le casque. Donc le casque est filaire lossless. L'application cadre parfaitement avec l'écosystème Apple, logique, on a toutes les fonctions, c'est simple, c'est clair, et on peut vraiment agir sur le casque. Moi j'aime beaucoup le design, on le reconnaît entre mille, c'est vraiment un très beau design, c'est plat, c'est pas boursouflé, c'est un très beau produit. Avec des nouvelles couleurs je crois sur la V2, ils ont fait ça au moins. Le mec. Aucun effort, la paresse totale chez Cupertino. C'est le même, il y a beaucoup de points communs en plus, donc c'est une version V1.8 quoi. La vraie V2 elle va arriver un jour je pense, c'est-à-dire un truc radicalement différent, de A à Z, même le design. Mais pour le moment, V1.8 paraissent. Le mesh se détend, au bout de 2 mois ce mesh se détend et ça se retrouve à poser sur mes cheveux et j'aime pas ça. Il n'y a pas de vrai bouton on-off, on sait jamais si le casque est allumé, il est éteint, il faut le mettre dans son étui qui ressemble à rien du tout. Ça c'est très compliqué, j'aurais préféré un bon bouton on-off radical, oui ou non. Pas peut-être, gyroscopie, accéléromètre, il est en route ou pas. Non. Arrêtons-le. La batterie c'est la même, 20 heures d'autonomie, c'est beaucoup 20 heures d'autonomie, mais par rapport aux autres, c'est le tiers quelquefois. Le poids, 380 grammes, c'est un des plus lourds du marché. Alors l'étui ne protège absolument rien. Qu'on soit clair, il ne protège rien cet étui. C'est pas beau, il protège rien. À ma connaissance, Apple n'a pas communiqué sur le fait qu'il y avait oui ou non une protection pluie, embrun, un truc comme ça. On sait pas, moi j'ose pas le mettre sous la flotte. Quand il pleut, je le range dans l'étui qui sert à rien parce qu'il est ouvert aussi. Quand même. On ne change pas une équipe qui perd, les codecs audio du Bluetooth sont les mêmes, SBC, AAC, mais attention, super bien exploité le AAC, les résultats sont étonnants. Alors que dans le monde entier, le Bluetooth LE Auracast se propage, il se propage partout, sauf chez Apple, qui n'en veut pas pour le moment, c'est pas prévu. Si vous aimez le Bluetooth multipoint, c'est uniquement écosystème Apple, c'est la même chose chez Samsung. Le Bluetooth multipoint, c'est uniquement Samsung avec Samsung. Il y en a marre des paroisses, il y en a marre. Évidemment, comme chez Samsung, il y a des fonctions exclusives à Apple. Ce produit est un produit Apple. On peut l'appairer évidemment à Android, on aura le 10e des fonctions et c'est tout quoi. C'est Apple pour Apple, Samsung pour Samsung. Concernant la qualité audio, la signature sonore peut déplaire. C'est-à-dire qu'en effet, on est sur quelque chose qui est poussé de tous les côtés. C'est une signature sonore qui est expansive, qui est trop expansive. Les gens qui aiment le son plus rangé, plus doux, plus calé, avec moins d'aigus, ne vont pas aimer ce casque. Ils disent « Oh là là, calme-toi un petit peu ». Mais justement, lui, il est là, il se calme pas. Il est extrêmement dynamique. Justement, en parlant de la signature sonore, l'aigu en fait des tonnes. Donc ça peut vraiment gêner. À mon avis, ce qui peut le plus fatiguer... Oh là, bravo. Ce qui peut le plus fatiguer les gens, quelquefois, c'est l'aigu, qui peut devenir vite cliquetant. Je sais pas si ça existe. Oui, c'est ça, cliquetant. Il peut vite agresser les tympans, cet aigu. Vous avez une possibilité de régler, vous allez dans l'application et puis vous dites voilà je veux moins d'aigus. Mais à la base il est mis en avant. Évidemment le prix presque 600 €. Certains diraient que c'est très cher. Moi je réponds que les matériaux ne sont pas les matériaux d'un casque à 300 €. On est sur du métal, on est sur du mesh, on est sur une autre conception, l'arceau est métallique, un truc comme ça. À l'intérieur il y a quand même du matos. C'est un prix qui est quand même assez justifié au regard de la qualité du produit. C'est-à-dire que vous pouvez courir avec, vous n'entendez pas de bruit de structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non, il est extrêmement calé, rangé. On peut courir avec, sauf s'il pleut visiblement. Voilà, ceci conclut les votes du jury français pour l'Apple AirPods Max V2, enfin V1.8, V1.85 même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai tout donné. C'est pas facile parce que c'est quand même la 1000e vidéo autour du casque Apple,
Moi, je me demande ce que pense vraiment Apple de ce casque, de ce produit qu'ils ont créé. Parce qu'on a l'impression qu'ils avancent par petites touches, comme ça. Le produit a déjà bientôt 5 ans. C'est rare qu'un produit qui reste autant de temps n'évolue pas tant que ça, parce que même les AirPods Pro ont évolué. On a changé la chambre acoustique, on a changé les haut-parleurs. Là, ils changent par petites touches. Donc, j'arrive pas à savoir si ce casque est rentable, s'il est intéressant pour eux, s'ils veulent le continuer sur 10 ans et le faire évoluer. J'arrive pas à savoir ça. C'est vrai que je me balade un petit peu partout dans le monde entier. J'ai cette chance-là. Je vois beaucoup de gens dans les avions avec le casque Apple et autres. Ça veut pas dire qu'ils en vendent 15 milliards, hein, par rapport à d'autres marques qui vendent beaucoup, comme JBL, justement, ou Bose, ou Sony, qui vendent énormément. J'arrive pas à savoir où il se situe, justement, ce casque. C'est vrai qu'il est cher. J'ai du mal à situer la direction prise par Apple concernant l'audio avec ce casque, sachant qu'il évolue d'une façon différente des AirPods Pro. C'est très très étrange. Moi, j'aime beaucoup suivre cette actualité parce que j'aime beaucoup ce casque. C'est pas le meilleur du monde, je le sais bien, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur compromis entre réduction de bruit et une qualité audio qui est certes faussée, mais qu'une qualité audio quand même. C'est-à-dire que c'est vraiment un équilibre entre une efficacité maximale d'une réduction de bruit et un son qui reste quand même super dynamique et agréable. C'est vraiment un numéro d'équilibriste total dans le monde de l'audio. Voilà, et puis le produit est assez beau, il est solide, il n'y a pas de bruit de structure. J'aime pas quand je cours ou je bouge avoir des bruits de structure, notamment sur les plastiques. C'est un truc, j'ai un peu de mal avec ça, mais voilà. Dans tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est super important pour moi parce qu'encore une fois, j'ai fait beaucoup de vidéos autour de ce casque et à un moment donné, même moi, j'en avais marre de faire une vidéo et puis alors une petite mise à jour et après il est lossless et machin et truc et maintenant c'est une demi-évolution avec un son étonnant mais le produit n'a pas évolué en lui-même. Donc j'attends vraiment une vraie V2, c'est-à-dire un produit qui serait radicalement différent, avec peut-être des touches différentes, sensitives, une forme différente, on sentirait un esprit différent. Voilà, dans tous les cas, le produit, moi, me plaît parce qu'il me fait rire en même temps, il me fait marrer, il me dynamise. Je sais que c'est pas le meilleur son hi-fi de la Terre, mais je me balade en disant je suis une victime consentante d'un produit nomade. Mais ça, j'écoute pas chez moi, hein. Je l'écoute en nomadisme. Chez moi, j'ai d'autres valeurs, si vous voulez. Allez, en tous les cas, oh, j'ai honte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite sur la chaîne.